Le 23 juillet 2020, un lanceur Long March 5 décolle depuis le site de lancement de Wenchang, en Chine. À son bord, la mission Tianwen-1 qui placera un orbiteur autour de Mars, et surtout le rover qui l'accompagne, baptisé Tuolang. Ensemble, ces deux éléments allaient aider à éclairer d'un jour nouveau l'histoire de Mars, jusqu'à détecter des traces d'eau liquide et contemporaines. Bien sûr, Tianwen-1 n'a pas entièrement réécrit l'histoire de Mars, mais la mission nous a malgré tout permis de faire quelques belles découvertes et a contribué à joliment améliorer nos connaissances de la planète rouge et de mettre à jour certains phénomènes encore mal connus. Alors pour aujourd'hui, on va ensemble revenir un petit peu sur les résultats de Tianwen-1, Tuolang et tout ce qu'il y a à en retenir. Mais avant de commencer, comme la tradition l'oblige, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Un peu après 1h du matin, le 15 mai 2021, heure de Paris, le petit rover de 240 kg baptisé Tuolang, en l'honneur du dieu du feu, de l'été et du sud, et la plateforme d'atterrissage le transportant se posèrent avec succès sur Mars. Et la région choisie pour cet atterrissage est celle d'Utopia Planitia. Alors, je ne vais pas en parler pendant des heures, mais cette région mérite que l'on s'y attarde. Mais pour s'y attarder, il faut la localiser. Et Utopia Planitia, c'est la région bleue, située à la gauche des trois petits points rouges et blancs que vous voyez à droite. En fait, ce que vous voyez ici est une carte montrant l'élévation du terrain de Mars, les couleurs bleues étant les plus basses et les terrains rouges, bruns puis blancs étant les plus hauts. Ainsi, si Utopia Planitia est une région relativement plate, elle fait surtout partie de quelque chose de plus grand qu'elle, ce qui lui permet une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Qui a changé mon texte? Utopia Planitia, donc, est une région relativement basse du terrain martien, comme quasiment tout son pôle nord d'ailleurs. Ce phénomène, dont on parle souvent sous le nom de dichotomie martienne, et qui avait déjà fait le sujet d'une vidéo sur la chaîne, est encore mal compris de nos jours. Phénomène lié aux plaques tectoniques martiennes, impact ou série d'impacts. Les théories se valent, mais le mystère reste entier. Toujours est-il que cette région est ainsi devenue un océan il y a près de 4,2 milliards d'années, avant de s'assécher il y a 3,8 milliards d'années. En effet, Mars étant plus petite, elle a vu son cœur se refroidir plus vite et a ainsi progressivement commencé à perdre son champ magnétique. Celui-ci devenant plus faible, les vents solaires, ces flots de particules émises par notre étoile, ont progressivement soufflé l'atmosphère dans l'espace, entraînant la vaporisation de l'eau et son évaporation du sol. Mais ce processus est long, n'est pas encore terminé, et aujourd'hui encore, l'eau perdure sur Mars. En fait, dans les entrailles d'Utopia Planitia, ce serait autant d'eau que celle que l'on trouve dans le lac supérieur, le plus grand lac d'Amérique du Nord. Bon, cette eau est mélangée à des sédiments, et on ne parle donc pas de lac à proprement parler. Mais toujours est-il qu'elle est là, et que chercher de l'eau sur Mars est un exercice certes compliqué en surface, mais tout sauf ridicule. Ce qui m'amène à une des découvertes les plus intéressantes réalisées grâce à Tuolang. Lors de son exploration de la planète rouge, et d'ailleurs découverte grâce à l'orbiteur, les équipes ont en effet découvert de petites dunes en forme de croissant, longues d'une trentaine de mètres et hautes d'1 mètre. Et ces dunes ont une particularité. Elles sont recouvertes d'une sorte de ciment craquelé qui, après avoir été analysé par Tuolang, s'est avéré riche en différents éléments. On y retrouve pêle-mêle des chlorures, sulfates, silice et de l'oxyde de fer. Or, ces composés sont ce que l'on nomme des composés hydratés, se formant au contact de l'eau liquide. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Se mélangeant à des sels, cette eau est rentrée dans la poussière, formant les croûtes dont je parlais, mais elle s'est aussi écoulée en laissant des traces d'écoulement derrière elle. Bon, je vous l'accorde, rien de bien fascinant de l'eau qui a coulé sur Mars. Sauf que ces dunes sont âgées de 400 000 ans environ, ce qui, à l'échelle des temps géologiques, veut dire hier. Là aussi, de l'eau liquide sur Mars n'est pas une grande première. Par exemple, l'atterrisseur américain Phoenix, qui se posa à environ 70 degrés de latitude au pôle Nord, subit une condensation due à une sorte de rosée,
évite ainsi de l'eau liquide et extrêmement salée se poser sur lui. Mais Tuolang, à une latitude de seulement 25 degrés, est bien plus proche de l'équateur que Phoenix, et la découverte d'eau à une telle latitude est assez inattendue, même si espérée depuis longtemps. Et le phénomène observé a peut-être une explication. Car sans une lune pour la stabiliser en subissant l'attraction de Jupiter et du Soleil, Mars a un axe de rotation sur elle-même qui varie de 15 degrés à environ 40, alors qu'il est d'à peu près 23,5 degrés aujourd'hui, le tout en suivant un cycle d'environ 120 000 ans. Même si certains cycles peuvent être plus forts que d'autres. Et ce cycle, où l'on voit certaines régions de Mars plus chauffées par le Soleil et d'autres moins, pourrait avoir un sérieux impact sur l'apparition saisonnière d'eau sur la planète. De plus, l'analyse depuis l'orbite de différentes dunes de ce type, photographiées ici par l'américaine Mars Reconnaissance Orbiter, ferait correspondre leur période de formation à celle de la fin du dernier âge glaciaire martien, il y a environ 400 000 ans. Car encore une fois, l'axe de rotation de Mars varie, et comme elle n'est pas stabilisée et aussi influencée par le Soleil, on voit des phénomènes climatiques assez extrêmes comme des âges glaciaires martiens qui sont l'occasion de voir les températures se réchauffer au pôle et les poussières et glaces déplacer vers des latitudes plus proches de l'équateur. Mais Tuolang permet aussi de savoir que la région où il s'est posé ne contient pas d'eau liquide, telle que des lacs, dans ses entrailles jusqu'à au moins 80 mètres, profondeur limite de son radar, mais plutôt, comme je le disais il y a quelques minutes, de l'eau dispersée. D'ailleurs, les analyses de ces observations semblent indiquer que la piste de glace riche en sel ne serait pas à exclure non plus. D'autre part, les observations du radar de Tuolang permirent aussi de mettre en évidence l'histoire géologique de la région, avec notamment une inondation majeure il y a 3,2 milliards d'années, avant que la région ne reçoive de plus petites quantités d'eau suite à de petites inondations ou impacts il y a 3,2 à 1,8 milliards d'années. Mais Tianwen-1, dont le rover ne se réveilla pas vers juin comme prévu, probablement à cause d'un excédent de poussière sur ses panneaux solaires, nous a aussi livré d'autres résultats. Érosion de cratères par le vent martien vu depuis l'orbite, tempête de poussière, observation des pôles d'anciens volcans. Si Tuolang n'est plus, l'orbiteur, lui, continue d'observer notre voisine rouge, et l'analyse de leurs données risque encore de nous révéler des surprises. Entre le déploiement de caméras de selfie pour photographier l'orbiteur, pareil avec le rover, et la collection d'images prises depuis la surface ou l'orbite, Tianwen-1, Tianwen signifiant d'ailleurs question au ciel, est ainsi une mission martienne de premier plan, malheureusement un peu trop éclipsée. Et pourtant, elle livre des résultats fascinants dont, je l'espère, on reparlera encore à l'avenir. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.